sommes en 1982, on sent déjà que le centre de recherche caraïbe qui existe à l'Université de Montréal est menacé de fermeture. Nous étions tout un groupe, jeunes chercheurs ou jeunes enseignants universitaires, qui étions liés à ce centre. Et donc, on a décidé, puisque le centre allait fermer, de créer un centre, je dirais, d'information, de documentation internationale sur Haïti, la Caraïbe et afro-canadienne, parce qu'on voyait déjà se constituer à cette époque une communauté d'afro-descendants. Et dans cette perspective, il s'agissait à la fois d'aborder les questions, parce que la communauté haïtienne commençait à se développer, il y avait plein de problèmes, il fallait aborder ces problèmes de façon, je dirais, informée. Et le centre devait être une sorte d'interface entre ce savoir, ces connaissances qui sont produites dans les universités, dans les centres de recherche, dans les ministères, et les communautés. Parce qu'on s'est dit qu'on devait intervenir de façon informée. Donc le centre s'est toujours constitué comme une sorte d'interface entre les organismes communautaires et la recherche produite sur ces communautés. Il fallait, comme on dit en anglais, empower. Il fallait donner un pouvoir à ces communautés en leur donnant les moyens d'information, généralement qui n'étaient pas accessibles. En fait, comme on dit, le centre, c'est d'abord un centre international. Donc, on intervient au Québec, puisque toute action est d'abord locale. On intervient aussi au Canada, essentiellement en Ontario, et on a quelques contacts qu'on est en train de développer avec Halifax, où il existe une communauté noire importante et historiquement implantée au Canada depuis le XVIIIe siècle, au moins. En Haïti, on travaille avec un certain nombre de groupes. On a un projet avec un cirque local qui travaille dans les quartiers populaires, dans les écoles populaires. On travaille avec plusieurs bibliothèques locales. On fournit des livres aux bibliothèques universitaires. On a des liens avec les universités, que ce soit au niveau des publications, par exemple avec l'Université d'État d'Haïti, ou encore avec l'Université Quisqueya. On participe à des conférences, colloques, etc. Et on intervient aussi en France et en Belgique. En France, parce qu'on a ouvert une antenne du centre en France, qui fonctionne à Paris. Et là encore, par exemple, on sera présent dans les journées du livre haïtien à Paris, qui sont organisées depuis plus de 5 ans. On participe aussi à Bruxelles, à l'espace Senghor, où on présente des fois des documentaires, etc. Bon. Je dirais aussi qu'on a une antenne à Miami, où l'on travaille avec la communauté haïtienne de Miami, et essentiellement avec soit des partenaires universitaires comme la FIU, Florida International University, ou encore avec un éditeur qui est Educavision, et on a copublié plusieurs ouvrages ensemble. En Ontario, on est lié avec l'Université York. Actuellement, nous avons une exposition qui dure depuis le mois de juillet, qui a été prolongée jusqu'en décembre. C'est une exposition, ça s'appelle des archives au quotidien. En fait, dans nos collections de photos, et j'aurai l'occasion d'en reparler, on présente des images de la Caraïbe pour montrer à la fois les similitudes et les différences. Alors, ce sont des photos historiques, ce sont des photos du 19e, début 20e siècle, au moment où la différenciation entre les différents territoires de la Caraïbe n'est pas très marquée. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, je crois que Radio-Canada a voulu, avant de projeter ces documentaires, inviter plusieurs, je dirais, personnes des communautés afrodescendantes à voir leur réaction face à un épisode. En fait, l'épisode choisi était l'épisode
sur la traite portugaise, qui est en fait à la fois la plus ancienne des traites négrières, la plus importante aussi, parce qu'on parle de la France, on oublie que le premier pays de population afro-descendante, c'est le Brésil. C'est 100 millions de personnes. C'est-à-dire, si on compare les communautés ici ou Haïti ou autres, c'est le Brésil qui est la première grande communauté afro-descendante. Parce que c'est une traite qui commence très tôt et qui finit très tard. Parce qu'elle est liée au comptoir portugais. Et en fait, il y a un trait spécifique, c'est que la traite portugaise s'est faite dans une traite sud-sud. C'est-à-dire que ce n'est pas d'Europe que partaient les bateaux, sinon d'Afrique directement pour le Portugal. Regardez la carte, vous verrez la proximité entre le Brésil et l'Afrique. Et donc ça a été un autre phénomène. D'ailleurs, la traite portugaise et l'esclavage au Brésil étaient très complexes. On a eu même le cas d'un phénomène qu'on appelle les retornados, c'est-à-dire ceux qui ont acheté leur liberté, esclaves, et sont retournés vivre en Afrique. Et dans un certain destin, une grande partie d'entre eux va devenir eux-mêmes des esclavagistes. Donc, c'est très complexe ce phénomène de la traite parce que, bon, mais disons, je pense qu'on nous a invités à participer pour voir un peu quelle était notre réaction face à ces documentaires. Et c'est quoi votre opinion là-dessus? Je crois que ça a été fait très honnêtement. C'est-à-dire, dans ces documentaires, évidemment, on a privilégié un des aspects, je crois, qui était celui, l'aspect du trafic négrier et de l'esclavage comme le phénomène économique qu'on a privilégié.